Le circuit de Jeddah a accueilli le week-end dernier la dernière manche du GT World Challenge Europe pour une course de 6 heures qui a vu la victoire de Mercedes et du Windward Racing qui courait sous la bannière Team Manfilter avec Maro Engel, Lucas Sauer et Daniel Morad, mais le titre pilote et team est revenu à Ferrari et AF Corse Francorchamps Motors et le duo Alessandro Pierguidi, Alessio Rovera. Les 6 heures de Jeddah qui vont être le thème de ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Et pour cela, je suis évidemment avec Laurent Mercier, de retour de Jeddah, et avec qui nous allons passer un petit peu en revue cette course et aussi ouvrir un peu plus généralement le tableau avec un petit peu le bilan de cette saison 2024 en GT World Challenge Europe. Salut Laurent, de retour de Jeddah avec un petit choc thermique, j'imagine, entre la douceur saoudienne et les températures un peu plus fraîches en France, mais un week-end de Jeddah qui était un meeting un peu particulier parce que c'était une véritable découverte pour la quasi-totalité du plateau et pour toi aussi. Ouais, salut Pierre. Découverte pour tout le monde. On savait pas trop, enfin personne ne savait trop à quoi s'attendre parce que justement personne n'était allé sur ce circuit avant, donc tout le monde était un petit peu, on savait pas trop et tout, et après coup tout le monde est reparti ravi de ce meeting de Jeddah. Le circuit, alors je suis pas pilote, hein, mais pour avoir fait le tour de circuit à petite vitesse, le circuit est vraiment sympa avec pas mal d'enchaînements. Du vide, des virages en aveugle, pas beaucoup de dégagement, mais quand même beaucoup de limites de piste. Il y a quand même eu pas mal de pénalités. Mais je pense que les pilotes ont pris tous leurs pieds. Ça a été quand même plus calme, aussi bien en GT3 qu'en GT4, que ce à quoi on aurait pu s'attendre compte tenu de la configuration du tracé et du nombre de voitures en piste. Mais non, franchement, je pense que là-dessus, sur le meeting global, il n'y a que du positif à tirer. Oui, parce que c'était une crainte dans un sens avant ce meeting, hein, beaucoup d'observateurs, voire même de concurrents, hein, avaient un petit peu peur effectivement de la configuration, hein, de ce circuit entre les murs, avec potentiellement, hein, des contacts et autres incidents, mais c'est vrai que ça a été un week-end relativement sage de ce point de vue-là, hein. Bon, il y aura eu un gros accident en course, mais bon, finalement, sans gravité majeure, hein, pour Arthur Rougier et Nicolo Rossi, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de gros empilements comme on pouvait le craindre, notamment au premier virage, que ce soit en GT4 ou en GT3. Laurent, je te propose après cette petite introduction, qu'est-ce que les pilotes, qu'est-ce que même les équipes ont retiré de ce meeting au-delà de l'aspect circuit? Est-ce que ce déplacement un peu exotique, qui ne reviendra pas l'an prochain, on le rappelle, tu disais ça a été plutôt bien accepté, mais est-ce qu'il y a maintenant des regrets de ne pas revenir? Des regrets de ne pas revenir, je sais pas trop. Alors tout le monde était enfin, disons, quand il y a eu l'annonce de cette course, tu te souviens, aux 24 heures de Spa l'année passée, les gens étaient un peu, ouais, c'est bien, mais bon, pourquoi aller en Arabie Saoudite? C'est des championnats d'Europe, c'est loin, c'est pas facile, parce que bon, toutes les équipes n'ont pas aussi l'habitude de faire des déplacements overseas, c'est-à-dire en dehors des frontières européennes. Avec une Et logistique, hein. exactement, à respecter, des voitures qui sont quand même parties un certain temps, même si là, les containers, je crois que les derniers containers partent mercredi, là. Et après, il y a eu un petit peu un ventre mou après cette annonce où on ne savait pas trop si on allait y aller. Enfin, c'est pas un secret qu'il y a eu des plans B si jamais ce meeting, enfin un plan B, si, voire même deux d'ailleurs, si ce meeting ne pouvait pas avoir lieu. Finalement, il a eu lieu et au moins tout le monde est parti un petit peu à armes égales sur ce circuit, parce que donc personne n'avait roulé, ni les équipes, ni les pilotes. Et franchement, quand tu discutais avec les pilotes après les roulages, tout le monde avait la banane parce que ça reste quand même un circuit urbain qui est un vrai circuit au sens large du terme, c'est-à-dire c'est pas une route qu'on ferme comme on peut l'avoir à Pau, comme on peut l'avoir au Mans par exemple. C'est vraiment un circuit urbain qui est très peu emprunté. Tout le monde était ravi de rouler là-bas. Alors oui, c'est dangereux. Comme tu l'as dit, on a eu très peur pour Arthur Rougier, à qui on souhaite d'ailleurs un très bon rétablissement, qui a perdu les freins et qui aurait pu se faire très mal. Après avoir discuté avec les équipes, si on revient à l'avenir, je pense que les équipes se poseront moins la question et auront moins de crainte. La course maintenant, Lolo, le titre pour Ferrari et AF Corse Francorchamps Motors, le titre pilote revenant, donc on l'a dit, à Alessandro Pierguidi, titré pour la 3e fois après 2020 et 2021, et Alessio Rovera qui lui décroche pour sa part son premier titre. La Ferrari qui n'a certes pas gagné, puisqu'on rappelle c'est Mercedes et Windward Racing qui se sont imposés. Bon, encore une fois, Ferrari a été plutôt discret en essai. On les a vus tout de suite montrer leur
visage normal, on va appeler ça comme ça, en qualification. Et en course, ça a été aussi une belle démonstration, uniquement dans le début de course de la Ferrari, puisqu'il y a eu un petit couac à l'arrêt au stand, au premier arrêt, Laurent. À ce moment-là, la 51 est redescendue dans la hiérarchie, et c'est un petit peu avant la mi-course que la Mercedes a pris les commandes pour ne plus les lâcher, mais la Ferrari est bien revenue sur la fin. Le coup de cul pour eux, c'est que c'est une course de 6 heures et pas une course de 3 heures. Oui, sur 3 heures, ça aurait pas Euh, été la même. Ouais. Tu vois, parce que en plus, bon, pour rappel, quand la Ferrari s'est arrêtée, il y avait déjà une autre Ferrari du team là, qui était arrêtée, qui devait être, je crois, la 52. C'est ça. Donc, on a perdu quand même beaucoup de temps du côté de chez F Corset. Donc, bon, que ce soit en hypercar ou en GT, on a quand même connu quelques petits couacs dans les stands cette année. Et c'est surtout en fin de course, après, dans le dernier relais. Bon, il y a eu quelques neutralisations quand même qui sont venues un petit peu remettre un petit peu l'église au milieu du village parce que avec une course de 6 heures, on avait le retour du wave by, sauf en fin de course pour la dernière neutralisation qui était dans la dernière demi-heure. Mais en fin de course, on connaît évidemment la pointe de vitesse d'Alessandro Pierguidi, qui là-dessus, il n'y a pas débat, ça fait partie des meilleurs pilotes. Mais bon, comme souvent en fin de course, on a quand même un peu l'impression que la Ferrari était au-dessus du lot. Et les vainqueurs, en revanche, donc on rappelle le titre Ferrari et F Corse Francorchamps Motors, et les vainqueurs, donc Maro Engel, Lucas Sauer et Daniel Morad. Lucas Sauer et Maro Engel titrés en Sprint Cup et qui, avec cette victoire, Laurent, décrochent le titre cumulé, Endurance et Sprint. Enfin, pour Maro Engel, qui a longtemps couru après un titre Sprint, qui avait déjà été sacré en Endurance il y a quelques années, en 2018, mais qui là complète son tableau de chasse, et avec la Coupe du Monde FIA GT remportée il y a quelques jours, la saison 2024 de Maro Engel est quasi parfaite. Alors oui, pour être totalement honnête, jeudi soir, on a annoncé le forfait de cette Mercedes numéro 48 parce que je crois que c'est Lucas Sauer qui s'était retrouvé aussi sans frein, qui avait quand même bien amoché la voiture. Et là, jeudi soir, quand on a quitté le circuit, Lucas Sauer quittait le circuit avec son casque sous le bras et son hands. Et on s'est dit, bon, l'affaire est pliée, la 48 ne sera pas au départ. Et quand on est revenu au circuit le vendredi matin, on a pu voir que l'équipe technique avait parfaitement rectifié le tir et réparé la voiture. Et la voiture sortait des vérifications techniques. Et ouais, la Mercedes a toujours été là. La 48, elle n'a pas dominé, mais elle a toujours été là, comme la Lamborghini a toujours été là, comme la Porsche a toujours été là, comme l'Audi a été là. Et les deux marques qui ont eu du mal au début et qui en fin de course ont été un petit peu au-dessus du lot sont Ferrari et BMW. Ah, il y a Aston aussi. Aston a été a été bien. À un moment de la course, au début du meeting, l'Aston était nulle part, alors que c'est l'Aston qui mène le championnat suite notamment à la victoire des 24 heures de Spa. Bon, l'Aston, au début de meeting, était nulle part. Donc, il a fallu réajuster une Voilà, c'est nouvelle ce que fois la j'allais te dire. BEP. Exactement. Donc, tu rajustes encore. Les BM, encore une fois, sont nulle part au début, sont vite à la fin. C'est la même chose pour Ferrari. Bon, après, je vais éviter de rentrer trop dans les détails parce que ça pourrait vite m'énerver. Une autre marque, Laurent, qui a été plutôt performante, et une autre équipe qui a été très performante, c'est Grasser et Lamborghini, avec le trio Pereira, Mapelli, Pepper, qui termine deuxième de la course, donc qui s'intercale entre la Mercedes Manfilter et la Ferrari F Corse Francorchamps Motors. Il leur aura pas manqué grand chose pour pour conclure en fait cette année, que ce soit aux 24 heures de Spa. On se souvient ce problème de ravitaillement en début de course après la pole position et un rythme qui avait été confirmé tout au long de la course. Ils terminaient 5e après une grosse perte de temps. Ils avaient gagné au Nürburgring. Là, ils ont été très performants tout le week-end. Il aura manqué un petit peu pour Marco Mappelli, Jordan Pepper et Frank Pereira, mais après je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que la saison 2024 de Grasser, que ce soit là en GT World Challenge Europe ou même en DTM, l'écurie avait été très performante aussi en DTM, il faudra la marquer d'une pierre blanche. Ouais, je pense quand même c'est net et sans bavure et qu'on peut dire déjà que Grasseur a mis une petite fessée à Iron Lynx. C'est ce que j'allais te dire aussi, ouais. Tu vois, sur toute la saison quand même. Parce que Grasseur a toujours été devant. L'histoire des neutralisations et tout, Grasseur, ça a pas forcément aidé. Il y a eu la victoire au Nürburgring, quand même, sur un meeting endurance. Je pense qu'on peut quand même faire un petit cocorico à Frank Pereira, notamment durant sa qualif avec le plein d'essence, qui a quand même fait un temps de fou, qui a fait la super pole aux 24 heures de Spa. Et enfin, on l'a déjà dit, mais Franck Pereira, pour moi, même s'il est pilote officiel Lamborghini, ça fait toujours partie des pilotes qui sont sous-cotés par rapport au talent du bonhomme.
Oui, on le sait, hein, toute son expérience monoplace, hein, il était très proche d'aller en F1. Il s'est réorienté ensuite en GT et depuis, il a toujours été présent aux avant-postes et il a été récompensé par sa place chez Lamborghini et puis tous les résultats qu'il enchaîne depuis. C'est pas une surprise de voir Franck à ce niveau-là, au vu de ses performances ces dernières années. Mais je comprends même pas pourquoi personne l'a fait rouler d'abord en LMP2, parce que je pense qu'en LMP2, ça aurait fait partie forcément des mecs parmi les plus rapides. Mais bon, il y a tellement de bizarreries en sport auto qu'on finit par plus trop se poser de questions, plus trop réfléchir. Mais ouais, Jordan Pepper après l'aventure Lamborghini qui est aussi très très bon. Et Marco Mappelli qui peut être un peu, certaines fois, peut-être il a été un peu moins percutant, mais Marco Mappelli, ça fait aussi quand même partie des valeurs sûres. Il nous a fait quelques dépassements quand même qui étaient assez magnifiques là à Jeddah, sur un circuit où il est quand même pas facile de dépasser. Comme tu dis, la saison de Grasseur, elle a marqué d'une pierre blanche, ouais, parce que ça a bien fonctionné. Le petit tour d'horizon, Laurent, de cette course au niveau du classement général et du classement pro, on va le conclure si tu veux bien avec Team WRT, qui alors certes n'empoche que le titre team au classement endurance et sprint cumulé avec les 4e et 5e places des deux M4 GT3 de Vantor van der Linde Wirtz et Marcello Martin Rossi. Bon, c'est une saison, certes, forcément sur le papier, quand on connaît le palmarès de l'écurie, un petit peu moins réussi que les autres années. Mais les BM ont su, et encore une fois WRT avec la stratégie, hein, on a vu comment la science de la stratégie de l'équipe belge a su remettre la 46 aux avant-postes en début de course. Et ça aura été une constante dans cette saison, Laurent, de Team WRT, avec, on se souvient de la victoire à Monza dans un scénario quasi improbable de la numéro 30 inscrite en bronze. Est-ce qu'il y avait de la déception un petit peu chez WRT de ne pas être allé chercher notamment le titre pilote Bah, overall pour Dries Vanthoor et Charles Wirtz? je pense que tu as forcément un peu de déception. Et comme tu le dis, WRT, l'équipe stratégique, on l'a vu à Monza, on l'a encore vu ici aussi en fin de course et même en termes de stratégie. Et autant WRT arrive toujours à tirer son épingle du jeu. On a assez longuement discuté avec Maxime Martin qui roulait aussi en sprint. Et autant en sprint, WRT peut encore faire la différence par rapport notamment aux arrêts, ou même si maintenant il y a quand même d'autres équipes qui sont venues challenger à l'équipe WRT. On sait que du côté de Come2You, ça va très vite au niveau des arrêts. Maintenant, au niveau de CSA, ça va très vite. Au niveau de Boutsen aussi, VDS. Mais par contre, enfin, ça, on l'a déjà écrit il y a quelques temps, mais on a un peu l'impression en endurance que tout ce que WRT a essayé de mettre en place pour sortir du lot, tout ça, ça a été un petit peu annulé parce qu'il y a plus moyen de faire de stratégie réellement. Et que oui, WRT, ça reste une équipe au niveau stratégique qui est hors du lot. C'est un peu la même chose que Toyota en hypercar. Je veux dire, rarement l'équipe WRT n'a été mise à mal au niveau stratégie. Mais force est de constater qu'on peut de moins en moins mettre en place de stratégies en endurance et que, évidemment, ça se ressent un petit peu au niveau des résultats. C'est pas au niveau des équipages parce que là, il y a quand même du lourd partout. Mais bon, là, ça a pas spécialement souri. Je pense que du côté de WRT, on connaît quand même nettement mieux maintenant la BM, M4 GT3 et qu'avec la version Evo qui arrive pour l'année prochaine, bon, j'espère pour eux que ça va continuer à matcher et puis que ça va continuer à jouer devant. J'ai quand même un petit truc à dire pour Alors, c'est pas la déception, mais je regrette un peu le côté manque de chance de Schumacher CLRT pour la première saison de l'équipe en pro, en endurance, parce qu'il y avait, il y a pas, ils ont, enfin, ils ont pas eu de cul. En fait, ils ont toujours été là toute la saison. Certes, il y a eu le podium au Nürburgring, mais toute la saison, l'équipage avec Dorian Boccolacci, Ayan Guven et Lorin Henrich avait de quoi jouer. Et tu vois, là, il y a eu une crevaison. C'est dommage parce qu'ils ont été là toute l'année. Et c'est pas une déception, hein, parce que sur la plupart du temps, ils y sont pour rien. Il y a eu le petit couac, sauf au Paul Ricard quand même, où on se souvient qu'il y a eu un câble qui a été oublié d'être enlevé et tout. Ça peut causer des problèmes. Mais le reste du temps, ils ont toujours été là. Ils ont mal été récompensés des efforts fournis et de la performance de la voiture et de l'équipage. Et pour aller un tout petit peu élargir par rapport à Porsche, même Rutronic n'a pas eu de chance cette année, Laurent. Ah ouais, pareil. Là, c'est encore des soucis techniques. Il y a eu une crevaison et ensuite des soucis techniques qui ont ruiné la course de la 96 où il y avait notamment Julian Lower. C'était pas l'année de Porsche au niveau réussite. Et donc, Laurent passe rapidement sur les classes avec une marque qui a réellement brillé en gold et en silver. C'est Audi. Audi qui n'aura pas
décroché le titre pro avec Trésor Attempto Racing qui était encore en lice avec Christopher Haas, Alex Saka et Ricardo Feller. Mais en revanche, Audi repart de Jeddah avec la victoire en silver pour l'équipage Saint-Eloc Racing avec Ezequiel Pérez-Companc, Kobe Powell et Lucas Legeret, un équipage remanié comme plusieurs fois sur cette voiture en 2024, mais une victoire nette dans la classe, puisque l'équipage a été aux avant-postes, même aux avant-postes du classement général à certains moments, quasiment du début à la fin. Et cette victoire en silver, elle est doublée d'une victoire en gold aussi pour Jim Pla, Paul Évrard et Gilles Magnus, qui eux en plus, coup double, empochent le titre Endurance Cup, en plus du titre global dans la classe qui avait déjà été sécurisé, Laurent, depuis les dernières courses. Encore une fois, Saint-Eloc a su montrer toute sa connaissance de la voiture, et avec des équipages, on le savait, notamment en gold, on a vu que Jim Pla, Paul Évrard et Gilles Magnus étaient aux avant-postes depuis le début de la saison dans la classe. Là, ça fait un super résultat d'ensemble pour l'équipe stéphanoise. En début de saison, franchement, pour la première fois depuis pas mal d'années, Saint-Eloc n'avait pas de voiture en pro. Donc on s'est dit, bon, ça va, l'équipe va un peu passer au second plan avec une voiture en silver, une voiture en gold, parce qu'on sait qu'évidemment, comme c'est pas dans la classe pro, il y a un petit peu moins de visibilité. Ces équipes-là sont de fait moins mises en avant. Et c'est tout le contraire qui s'est passé, parce que j'ai l'impression qu'on a encore plus parlé de Saint-Eloc cette année que s'ils avaient les voitures en pro. L'équipage qui roule en gold, qui est champion, l'équipage champion en gold, l'équipage est monté sur le podium sur toutes les courses. Ils ont été quand même très très haut dans la hiérarchie en pro, souvent même à matcher avec l'équipage Trésor Attempto qui roulait en pro quand même. Notamment en qualif, en course et en qualif. On a souvent vu Gilles Magnus, Jim Pla et Paul Évrard réussir des super prestations en qualif. Ah mais et en silver c'est la même chose avec tu vois un Ivan Klimenko qui a quand même pris encore un peu plus de perfo cette année. Là l'équipage qui était à Jeddah, ça s'est aussi vu, ça a quand même bien fonctionné. L'Audi fonctionne toujours parce que comme tu l'as dit, Trésor Attempto avait encore des chances de titre avec une Audi quand même qui est quand même pas une voiture de la dernière génération. Et ils ont été longtemps en position d'être titrés au vu de la course. Exactement. Ouais. Ouais, tout à fait. Il y a eu le titre aussi l'année passée en sprint. Et puis là, Saint-Eloc, c'est en endurance et en sprint, ouais, c'est le pari gagnant. Franchement, bravo parce qu'il y a du monde en face. C'est pas, enfin, on a peut-être un peu l'impression aussi que si Saint-Eloc a plus de voiture en pro, qu'on descend d'un étage, que tu passes de la Ligue 1 à la Ligue 2, pas du tout parce qu'on est resté très haut dans le classement avec l'Audi sur les différents meetings. 13e là, du classement général avec la voiture Silver et 18e avec la voiture Gold. Quand on voit la liste des engagés sur ces deux perfs, et comme tu disais, ça prouve que l'Audi reste une voiture qui peut jouer devant malgré son âge avancé. Et en plus, Laurent, on a appris il y a quelques jours que Audi avait livré sa toute dernière Audi R8 LMS GT3, donc la fin d'une époque, mais pas forcément la fin d'une carrière pour la voiture qui peut se montrer à son avantage quand elle est bien exploitée, et on connaît l'expérience de Saint-Eloc avec cette voiture. Ouais, et maintenant, aussi bien pour Saint-Eloc que pour Trésor Attempto, il va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait dans le futur. Est-ce qu'on continue avec Audi? Est-ce qu'on change de marque? Je pense personnellement qu'on va continuer avec Audi un an de plus pour les deux équipes. Mais par contre, là, je pense que ça va être la dernière année avec l'Audi l'année prochaine et qu'il va falloir bosser du côté de Saint-Eloc et de Trésor Attempto pour voir qu'est-ce qu'on fait en 2026. Mais je ne serais pas surpris de revoir Saint-Eloc et Trésor Attempto en Audi l'année prochaine. Laurent va conclure le tour d'horizon de la course par la Bronze Cup, avec une victoire sans trop de contestation au niveau de la course pour Dustin Blattner, Dennis Marshall et Loïc Hartog sur la 911 GT3R de Rutronic. Par contre, il y a eu un petit imbroglio au niveau de l'issue de la classe, puisqu'on vous rappelle que l'équipe ou le compétiteur qui empochait la classe bronze au niveau endurance et sprint, donc le classement cumulé, décrochait une invitation pour les 24 heures du Mans. On s'est longtemps posé la question de savoir qui allait décrocher cette invitation. Si on regardait le classement team, c'était Rutronic. Sauf que le règlement est un petit peu particulier, que c'est pas forcément ce qui est pris en compte. Mais au final, c'est Sky Tempesta Racing qui décroche le titre en endurance d'ailleurs, avec Chris Frogat, Jonathan Huy et Eddie Cheever sur la Ferrari numéro 93, et qui donc en plus décroche cette invitation
Mais il y a eu un petit peu un cafouillage au niveau, à un moment de la communication, au niveau de ce résultat, Laurent. Et on en a été les premiers victimes, entre guillemets, dans un sens, parce que nous, on a un peu regardé comme l'an dernier, avec l'exemple de Pure Racing. Mais bon, au final, il y a ce règlement un petit peu spécifique de l'attribution de l'invitation. Ah bah, là, c'est clair que tout le monde s'est un peu pris les pieds dans le tapis aussitôt après l'arrivée. On a eu toutes les réponses. On a eu Sky, on a eu Rutronic, finalement non, finalement oui. On ne savait Ouais. plus. Bah, c'est sûr que si tu regardes le championnat équipe, c'est Rutronic qui est titré, que Rutronic forcément avait fait ce double programme sprint et endurance pour essayer d'aller au Mans, ce qui est le cas de Sky Tempesta, qui a jamais caché son envie aussi d'aller au Mans, mais qu'au final on prend pas en compte l'équipe, mais c'est par voiture. Enfin bon, d'une façon générale, enfin moi ça c'est un avis perso, tout ça c'est trop compliqué. Bien sûr. Je pense qu'il faut arriver à simplifier les choses, même, enfin, sur beaucoup de points. Ça devient vraiment compliqué à comprendre. C'est la même chose pour les dérogations, pour les catégorisations de pilotes, où franchement, on finit par plus rien comprendre. Il y a une classification FIA, mais à l'intérieur des championnats, les championnats peuvent aussi mettre des dérogations, ce qui fait qu'on finit par s'y perdre. On a même vu des Euh, changements en cours de meeting en GT4, notamment. Ah oui, ça c'est le comble du Ça avait été pas comble. Tu mal, ouais. commences avec une classification, tu peux rouler en A, mais après tu roules en Pro-Am. Voilà. Donc, je pense que tout ça, il faudrait mettre un coup de pied dans la fourmilière et arrêter avec toutes ces histoires parce que franchement, ça devient compliqué à suivre. Et ça peut amener des précédents qui peuvent rester longtemps. Les équipes peuvent se dire ah oui, mais à tel moment vous avez fait ça, etc. C'est vrai que ça peut amener de l'incertitude aussi. Donc tout ça, c'est trop complexe. Même nous, on s'y perd, alors qu'on fait ça toute l'année, tous les Exactement. jours, toute l'année, tous les Et, jours, tous et les que jours, tous les c'est jours. quelque chose qu'on scrute notamment à cette période, ce qu'on vous l'avait, on l'a souvent évoqué, avec les classifications pour l'année suivante et mécaniquement les possibilités de composition d'équipage qui en découlent. On est déjà une discipline dans son ensemble qui est quand même pas simple à comprendre pour les non-initiés. Donc, quand après il faut expliquer les choses, c'est sûr que plus c'est simple, plus ce sera facile pour tout le monde à comprendre. On parle de l'avenir, Laurent. On va ouvrir un petit peu, élargir le propos à 2025. On sait que le GT World Challenge repart sur des repart sur des bases quasi similaires à cette saison 2024 au niveau calendrier. Est-ce que déjà dans les discussions que tu as pu avoir dans le paddock saoudien, tu as eu un peu un aperçu de ce que pouvaient faire les équipes? Déjà, j'imagine des programmes qui se dessinent un petit peu, des envies spécifiques qui Bah, commence à s'écrire. oui, franchement, je serais très surpris que la majorité des équipes qui sont là cette année, enfin qui étaient là cette année, ne soient pas là l'année prochaine. Je pense qu'il y a une volonté un peu partout de continuer. Il y a déjà des programmes qui sont signés. Il y a des pilotes qui discutent avec différentes équipes. Donc franchement, il y aura quand même de la nouveauté, parce qu'on a HRT qui va troquer ses Mercedes pour passer en Ford Mustang. On espère que Stellar Motorsport, qui a acheté une Corvette, qui a potentiellement dit que le GT World Challenge Europe pouvait faire partie des pistes l'année prochaine. Donc oui, la nouvelle Evo, enfin la version Evo de la BM qui va arriver. On va PSA, préparer chez le CSA aussi qui change de PSA qui passe en McLaren, Hmm. exactement. Et puis on n'est pas à l'abri de quelques nouvelles équipes. On sait que le team de Max Verstappen, qui devrait, je sais pas quel nom ça va porter, parce que je pense qu'il va y avoir Redline, qui est la boîte qui fait le sim racing. On sait qu'ils ont acheté une Aston qui devrait être exploitée par Two Motorsports pour le British GT, mais pourquoi pas venir faire une pige aux 24 heures de Spa. Donc, non, je pense que la saison 2025 s'annonce aussi complète que la saison 2024, avec, oui, des changements dans les équipages, des changements d'équipe, de marque pour l'année prochaine. Qu'est-ce que va faire Iron Lynx aussi? Ça, c'est une question parce qu'on est avec Mercedes en WEC, avec Mercedes en ELMS, avec Porsche aux États-Unis. Enfin bon, tout ça, c'est un peu compliqué à comprendre aussi. Mais peut-être que Iron Lynx va aussi faire rouler des Mercedes, en GT World Challenge Europe, même si je ne crois pas que le plan initial ce soit ça, mais ça peut encore, je pense que ça peut encore changer, parce que dans ce milieu, les choses changent vite. Il y a aussi l'avenir d'un pilote spécifique qui attise un petit peu les débats, c'est Valentino Rossi. T'as pu lui parler, il y a une interview sur Endurance Info qui est à lire, sans en dévoiler le contenu. On sait que son avenir n'est pas encore écrit
à 100%? Est-ce qu'il y a une Bah, tendance un petit peu quand même? la tendance qu'on sait, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de numéro 46 en WEC. Donc, s'il n'y a pas de numéro 46 en WEC, ça me paraît compliqué de voir Valentino Rossi. Maintenant, est-ce qu'on peut encore faire un changement? Je ne sais pas, parce que à la FIA, on est quand même très, très strict sur les noms de teams et les numéros. Une fois que les engagements sont clôturés, c'est difficile de revenir en arrière. Mais bon, pourquoi pas. Lui avait déjà émis, de toute façon, l'envie de faire moins de courses l'année prochaine. Je pense que le WEC, ça lui a pas laissé un souvenir impérissable d'une, parce qu'il a quand même, ça reste plus du pro-am, parce qu'il y a un pilote bronze dans chaque équipage, que en plus la BMW, on va pas se mentir, à la régulière, elle a été nulle part toute l'année, que là, il gagne pas le général, contrairement au GT World Challenge Europe ou à l'Intercontinental GT Challenge, parce que c'est pas un secret que il a émis l'hypothèse de faire au moins 2 courses l'année prochaine en Intercontinental GT Challenge. Donc, ouais, ça reste encore assez flou comme programme pour 2025. On a essayé pourtant de lui sortir les verres du nez. Et pour l'instant, ouais, ça reste assez flou. Donc, je pense qu'on en saura plus déjà d'ici une semaine ou deux. Et dans le clan Aston Martin, Laurent, on peut s'attendre évidemment à retrouver comme To You. Après, on verra évidemment l'engagement qui sera fait par l'écurie de Jean-Michel Barth, qui a conclu, elle, sa première année en 2024 avec la Vantage GT3 dans la nouvelle version, hein, par quand même la victoire aux 24 heures de Spa. Ça restera un des moments forts de cette saison. T'as pu Ouais, mais c'est pas forcément gagné malgré la victoire des 24 heures de Spa, parce que on peut pas dire que l'Aston ait dominé toute la saison. L'Aston a gagné les 24 heures de Spa, oui, parce que l'équipe n'a pas fait de faute, parce que les pilotes n'ont pas fait de faute, mais aussi parce que la Ferrari s'est retrouvée Oui, bloquée à l'entrée de la voie des stands. bien sûr. Donc ça, il faut quand même le dire. Et que du côté de chez Aston, c'est une belle saison, c'est une belle première saison avec la Vantage GT3. Maintenant, attention, on ne joue pas l'euphorie, parce qu'il va falloir trouver des pilotes pour rouler dans la voiture qui n'a pas été au-dessus du lot, contrairement à certaines au cours de la saison. Et je trouve que le problème que va avoir comme Toulouse et Valkenhorst pour l'année prochaine est le même problème qu'ont actuellement WRT et Acodis ASP en WEC. C'est-à-dire, on a des voitures, alors avec quand même un bémol, parce que comme Toulouse a gagné les 24 heures de Spa, quand même, qui reste quand même la course GT la plus importante au monde, mais arriver à trouver des pilotes qui vont mettre un budget conséquent sur une voiture qui n'est pas toujours devant, c'est pas un exercice facile. Et est-ce que le nouveau programme aussi Aston Martin The Art of Racing, hein, avec la Valkyrie en hypercar, peut aussi modifier les lignes au niveau des pilotes? Ou est-ce que tu penses que ça peut ne pas avoir d'impact, sachant qu'en général les calendriers sont faits pour éviter les clashs de dates? Est-ce que ce point peut être aussi dans un Bon, sens embêtant par rapport à la constitution des équipages ou pas du tout? pense pas vraiment. Alors oui, parce que je pense que tu as des pilotes, je serais quand même surpris de ne pas voir un Marco Sorensen dans une Voilà, hypercar, notamment. tu vois. Bon, notamment, mais bon, on va voir après. Je pense qu'Aston Martin a quand même un pool de pilotes qu'il est possible de trouver des pilotes de pointe. Peut-être même qu'ils vont je sais pas s'ils vont en officialiser d'autres pilotes officiels pour l'année prochaine, mais bon. Tu vois, Alex Riberas, mais bon, qui roule pas en GT World Challenge, mais qui va rouler en hypercar. Je pense pas que ça change énormément les choses. Un des éléments par rapport aussi à 2025 forcément, parce que on rappelle que Alain Hindan était le directeur de course un peu historique, hein, des championnats SRO, qui n'a pas réalisé, qui n'a pas tenu sa place pour cette épreuve de Jeddah, et on a eu une nouvelle tête, Laurent, pour cette course, et une nouvelle tête en provenance de la F1. Ouais, avec l'arrivée de Niels Wittich, ce qui n'était pas du tout, enfin pour être honnête, en arrivant à Jeddah, personne n'était vraiment au courant. On l'a découvert un petit peu juste avant le briefing, pilote qui était en plus dans la salle de presse, donc c'était assez facile de le voir. C'est un peu un remplacement en surprise, donc évidemment, il y a aussi le petit souci de Barcelone avec le classement de la course 1 qui a été annulé, donc pas de points. Il y a eu un appel qui a été gagné par le team qui a fait appel, qui est WRT. Donc bon, tout ça, ça a un petit peu, ouais, ça a un petit peu remodelé un petit peu les choses, et je sais pas vraiment ce qui va en être pour l'année prochaine. Ça sera un élément effectivement à suivre, hein, parce qu'on sait que les équipes, les pilotes, on connaît Mais l'adage, la constance, hein, dans ce genre notamment je, d'éléments des courses, hein, qui est toujours importante. je vais juste rajouter un petit truc. Ça, c'est plus un truc perso. Bon, nous, évidemment, comme on suit le championnat depuis pas mal d'années, comme d'autres championnats d'ailleurs, on a forcément accès aux officiels et tout. Et après, moi, je ne parle pas de sportifs, enfin, pas de ce qui s'est passé. Chacun se fera une opinion, et il y a une décision qui a été prise. Et moi, je ne vais pas commenter la décision qui n'est pas de mon ressort, et je ne me permettrai pas, parce que je ne suis pas officiel et tout.
Je vais quand même signaler que pour nous, Alain Adam a toujours été ouvert pour parler à la presse. Dès qu'on avait une question, dès qu'on avait une interrogation, il suffisait d'envoyer un message ou de passer en direction de course, on avait toujours la réponse. Et ça, pour un journaliste, c'est forcément un plus parce que déjà, ça permet de mieux comprendre les choses, ça permet aussi de pas écrire de conneries et que l'ouverture aux médias des officiels et des directeurs de course serait plutôt bienvenue dans les autres championnats. Laurent, on a fait un petit peu le tour de cette finale du GT World Challenge Europe et on a ouvert quelques pistes de réflexion et de possibles évolutions pour 2025 pour le GT World Challenge Europe qui s'est donc conclu le week-end dernier avec les 6 heures de Jeddah. La saison 2024 cette fois touche à son terme puisque le prochain rendez-vous majeur qui sera ce week-end à Sepang en Malaisie pour l'Asian Le Mans Series concerne un petit peu plus 2025 que 2024 puisqu'on vous rappelle le championnat est disputé à cheval sur les 2 saisons, donc c'est un petit peu le dernier grand rendez-vous après la Coupe du Monde FIA GT qui s'est déroulé il y a quelques jours. Merci Laurent et les prochains numéros de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, seront à suivre très prochainement. Sans vous cacher, on devrait également repartir sur notamment nos awards comme on avait fait l'an dernier, ça devrait faire partie de nos prochains numéros et d'ici là restez connectés à Endurance Info. La période est propice aux possibles infos pour 2025, donc si vous voulez en savoir plus sur l'univers de l'endurance, n'hésitez pas à vous connecter et à vous abonner, vous aurez des informations en exclusivité. Merci Laurent, et on se donne rendez-vous très vite dans un prochain numéro de Track Limit by Minerva Oil. À bientôt.